Bonjour et bienvenue à cette session intitulée Les défis de l'action pour l'environnement. Le réchauffement climatique nécessite des mesures urgentes, c'est ce qu'a récemment dit la vice-présidente de l'Organisation météorologique mondiale. Après la confirmation ce jeudi d'un record de chaleur sur le continent antarctique, 18,3 degrés. On voit aussi des températures qui avoisinent en ce moment les 50 degrés au Canada. Alors quels moyens mettre en œuvre pour enrayer ce processus? Comment passer à la vitesse supérieure alors que les constats, les rapports ne manquent pas sur la question du réchauffement climatique? On en parle avec nos invités. Vandana Shiva qui est en duplex avec nous. Bonjour, physicienne, écologiste. Vos alertes portent notamment sur les dégâts provoqués par l'agriculture intensive. Également avec nous, Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie, maintenant, c'est le nouveau nom de Total, qui entend résumer la stratégie du groupe. Vous nous en parlerez. Marc Carnet également est avec nous en duplex, envoyé spécial de l'ONU pour le financement de l'action climatique, également ancien gouverneur des banques centrales du Canada et de l'Angleterre. On parlera notamment avec vous du rôle du secteur financier. Et puis également avec nous, Dite Juul Jorgensen, directrice générale de l'énergie au sein de la Commission européenne. Un petit mot avant de commencer ce débat, le masque est obligatoire dans la salle. Merci à vous. Et avant de poser les termes du débat, eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, plutôt on va poser les termes du débat avec vous. Elmoub Moud, bonjour, président de l'Université Paris-Dauphine qui coordonne donc cette session. À vous la parole pour dresser le constat. Bonjour, merci, très heureux d'être parmi vous pour ouvrir cette session sur les défis de l'action du climat. Compte tenu du temps imparti, je voudrais d'abord rappeler les éléments du contexte, ensuite les actions d'ores et déjà engagées et leurs limites, et enfin poser 3 questions que vous suivrez ou pas, comme vous souhaitez. Les éléments de contexte, 2 éléments de contexte importants me semble-t-il. D'abord, les termes du débat énergétique ont connu une modification tout à fait radicale entre la fin du XXe siècle et aujourd'hui. Vers la fin du XXe, 2 tiers du XXe, la priorité donnée à la sécurité et au coût d'approvisionnement du point de vue géostratégique était vraiment fondamentale, tandis que les questions environnementales étaient laissées secondaires. On avait une séparation dans la conception entre la création de richesses des entreprises et les externalités négatives qu'elles pouvaient engendrer. Et tout ça a changé, a volé en éclats, pratiquement, dans les débats en tout cas. Aujourd'hui, les dérèglements climatiques, la saturation des métropoles en particules fines, l'effondrement de la biodiversité, tout ça a placé la soutenabilité environnementale au premier rang des agendas. Alors c'est dans les agendas, est-ce que c'est dans l'action concrète? C'est une question qui se pose, mais c'est en tout cas un changement majeur à remarquer. Le deuxième élément de contexte qui me semble important à souligner, et c'est un point de vue intéressant du point de vue économique. Si on regarde les choses de près, on se dit que limiter la hausse des températures à 1,5 degré, 2 degrés d'ici la fin du siècle, conformément à ce que prévoit l'accord de Paris, ça implique de ramener les émissions mondiales de CO2 en 2050 à leur niveau de 1950. C'est ça qui est la véritable question. Or, pour fixer un ordre de grandeur d'économistes, on peut dire qu'il faut imaginer que le PIB mondial, le PIB mondial, aura été multiplié par 10 entre 1950 et 2050, et la population mondiale multipliée par 4. Donc là, vous voyez le défi qui est posé. Alors il s'agit bien de rompre avec un modèle de création de richesse très carboné, issu de la première révolution industrielle, et donc en vigueur depuis plus de 2 siècles. Alors, je poserai presque la question dans les mêmes termes qu'hier, dans la session sur la croissance et les nouveaux paradigmes de croissance. S'agit-il d'une transition ou d'une transformation radicale, profondément radicale, sans dérogation ou niche d'exception? Et j'insiste sur les niches d'exception, il y en a de nombreuses. L'organisation des sociétés en termes d'habitat, de transport, d'agriculture, l'agriculture et les transports étant les secteurs les moins avancés dans les progrès réalisés par différents secteurs, les chaînes logistiques, les chaînes de valeur, les règles du commerce international. À cela s'ajoute le fait majeur, et je crois que c'est un élément de contexte qu'il faut vraiment tous avoir à l'esprit, c'est qu'à l'horizon 2050, on aura une hyper-urbanisation du monde, puisqu'on compte à peu près, des villes qui auront 10 millions d'habitants sur tous les continents. La métropolisation va s'accélérer encore plus davantage. Donc tout cela dans un contexte en plus d'augmentation des inégalités qui est tout à fait remarquable.
Donc les actions, la COP 21 de 2015 a lancé les bases d'une concertation, d'une coopération internationale, instaurant une logique d'élaboration ascendante à partir d'engagements volontaires et progressifs des États et inclusifs. Bien évidemment, ça rompt avec le protocole de Kyoto. Et entre-temps, on a eu l'action négative de l'administration Trump qui a jeté vraiment un trouble et même un doute sur ses stratégies. Heureusement, en 2020, malgré la crise sanitaire, il y a eu un certain nombre de progrès accomplis qu'il faut souligner. La Chine a fixé un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2060. L'Union européenne, on va en parler, a conforté son Green Deal avec une neutralité visée pour 2050 et envisage des objectifs nettement rehaussés pour 2030. Et puis la nouvelle administration Biden, là c'est la nouveauté aussi, a permis de faire rentrer les États-Unis dans l'accord de Paris, d'aligner l'horizon de neutralité sur le milieu du siècle et de financer un ambitieux plan de soutien aux infrastructures bas carbone. Donc il y a eu des progrès dans beaucoup de secteurs d'activité, des hydrocarbures aux télécommunications, des entreprises de premier rang, on en a ici, reprennent des engagements de net zéro, c'est-à-dire de neutralité carbone, qui n'étaient pas sur leur feuille de route il y a encore quelques années. On va voir si ces engagements vont être crédibilisés ou pas, c'est une question là aussi. Voilà les éléments d'action avec leurs limites. Je dirais que finalement, pour terminer, je voulais lancer le débat en 3 questions. Je dirais que la première question, c'est celle du terme, du long terme versus court terme. Et ça, c'est une question super importante. Pourquoi ? Parce que cette dynamique que je viens de décrire, positive, débouche pourtant sur des perspectives encore éloignées des objectifs de l'accord de Paris, comme cela a été confirmé par le secrétaire général de l'ONU à plusieurs reprises, ou même par le draft du rapport du GIEC qui a fuité récemment. Et l'urgence, eh bien, ça conduit à regarder ce qui sera mis en œuvre dans le très court terme. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui va se passer, comment fait-on pour que les nations les plus avancées mettent en place des sociétés décarbonées à partir, finalement, du milieu du siècle, et comment fait-on d'ici 2025 ? C'est ça, pour moi, la vraie question, c'est comment engager le court terme. La deuxième question... Quand j'ai décrit un tout petit peu le modèle de croissance hypercarbonée, il est allé de pair avec l'hypermondialisation. L'hypermondialisation des chaînes de valeur mondiales, c'est quelque chose que tout le monde a pu observer récemment car ça a été mis en perspective avec la crise sanitaire. On peut se demander aussi où en sont les règles du jeu. Ont-elles été changées dans le code douanier européen? Et que fait-on pour favoriser la traçabilité des chaînes de valeur? Et où en est le projet de la taxe carbone aux frontières, qui est tout de même un élément sur lequel on peut jouer à court terme? Et enfin, pour terminer, dernier point, comment fait-on de la sortie de la crise sanitaire une opportunité pour contenir la crise climatique? Voilà, je crois, trois questions qui peuvent alimenter la discussion qui, je l'espère et j'en suis sûr, sera très passionnante. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vandana Shiva, que fait-on d'ici 2025? Comment on accélère et est-ce qu'on utilise justement cette crise pour en faire une opportunité et puis se dire que c'était peut-être une répétition générale d'une coopération qu'on pourrait mener ensemble pour lutter contre les effets du réchauffement climatique? Je pense que la première erreur faite par l'Occident dépendant du pétrole était de renforcer ses privilèges. Mais le temps ne peut être séparé de l'espace. Il faut voir le temps-espace comme une seule dimension et continuum. Donc il faut arrêter d'essayer d'accélérer. Avec les confinements, on a appris à ralentir le slow food, les vêtements, les slow vêtements. C'est dans ce sens qu'il faut progresser. Il y a l'autonomisation, il y a le déchet, la pollution, les émissions. En fait, il faut arrêter de se focaliser sur le temps comme quelque chose d'unidimensionnel. Ça, c'est une position coloniale. Mais il y a d'autres options, on l'a toujours su. On sait que la colonisation voulait dire que l'avenir allait être imposé par le colonisateur.
On n'avait plus voix à la parole. Je pense que le projet, c'est la décolonisation pour apporter une certaine justice. Les trois questions posées par le modérateur, et très rapidement, on a parlé de l'énergie. Mais l'énergie, tout d'abord, n'existe pas simplement en tant qu'externalité. Dans la science, on parle d'externalité alors qu'il y a des choses qui sont endogènes. Tous mes travaux montrent que les systèmes vivants fonctionnent de cette façon endogène. Et ça, c'est la vie. Et on a des livres sur la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi l'entropie? Gaspillage d'énergie, pollution. Pourquoi est-ce qu'il y a le changement climatique? C'est parce qu'on dépend trop des sources d'énergie exogènes. Tout consomme de façon intense l'énergie. On a trop de pollution. Les systèmes sont trop intensifs dans l'utilisation des externalités. Voilà pourquoi il faut agir. Et c'est là qu'il faut chercher les vraies solutions au changement climatique. Il faut se rappeler que nous sommes des systèmes vivants dans un monde vivant et nous en faisons partie. Nous ne sommes pas nos propres maîtres. C'est ça le problème de la colonisation. Il y a cette notion de réductionnisme mécanique. Mais il faut tenir compte des autres espèces au lieu d'être anthropocentrique. Il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les microbes. Il y a plein de choses qui jouent un rôle très important. Donc, on ne peut pas séparer ces différents éléments. C'est vrai, la théorie quantique, il faut renoncer à cette idée qu'il y a une croissance linéaire qui va nous créer des villes de plus en plus grandes. Regardez avec le confinement en Inde, des millions et des millions de personnes ont perdu leur emploi dans les villes et ont dû retourner dans leur village. Le défi, c'est comment recréer justement des emplois dans les zones rurales. Et 3 millions de morts en plus. Pourquoi ne pas tenir compte aussi de la croissance de la population? Il faut arrêter de réagir ou de raisonner de façon mécanique. Tous les systèmes sont liés, y compris les économies. J'ai écrit un nouveau livre sur l'économie et la transition économique, ce qui est nécessaire à court terme comme à long terme. Je passe désormais la parole à Marc Carnet, également en duplex avec nous. On a commencé à adresser des constats. Il faudrait ramener, disiez-vous, nos émissions à ce qu'elles étaient en 1950. Comment on peut faire cette prouesse avec, effectivement, comme vous le disiez, une démographie, une croissance qui ne sont pas du tout les mêmes? Tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, même virtuellement. Je vais faire mes commentaires en anglais, si vous me permettez. I think the first thing I want to say is, as Patrice Tout d'abord, l'introduction et Patrice ont bien indiqué que cette crise nous a forcés à réévaluer la situation de façon stratégique. On a ignoré les risques systémiques par le passé. On ne peut plus faire les mêmes erreurs. Il faut bâtir sur les fondations de l'accord de Paris, viser la coopération internationale et reconnaître que malgré les points forts à Paris, les pays n'ont pas respecté leurs engagements. Donc, il va y avoir probablement une augmentation de la température de plus de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Et comme on a dit à l'introduction, il faut une action d'envergure pour n'avoir une augmentation de la température que de 1,5% pendant cette décennie. On a atteint cette cible l'an dernier, mais c'est parce que des pans entiers de l'économie étaient à l'arrêt. Et ça souligne le fait qu'il va falloir investir beaucoup pour arriver à des émissions net zéro.
il s'agit d'une vraie transformation et pas d'une simple transition. Donc on peut imaginer l'investissement qu'il va falloir. Il faudra doubler l'investissement dans l'infrastructure, l'énergie. Il faudrait des milliards d'euros investis chaque année pour arriver à des émissions zéro. Quelques remarques concernant ce qui a été fait dans le secteur financier, car il y a une transformation en cours dans ce secteur également. Et quel est le rapport entre avenir et présent? Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 années à venir? Et ce qui se passe est primordial. C'est le vrai challenge devant nous. Tout d'abord, on a vu un grand nombre de pays s'engager à arriver à des émissions nettes zéro. 30% des pays se sont engagés, maintenant presque 75% des émissions vont être réduites afin d'arriver à des émissions zéro. On est passé du niveau national, pays, à un niveau d'entreprise. Il y a une énorme action à entreprendre, mais le financement est colossal. Il faut des outils du marché pour jouer pleinement ce rôle. Donc, il faut parler du risque en termes de climat. Il faut parler de ce risque et le quantifier maintenant comme à l'avenir. Il y a 3 ans, on a développé la thématique. Maintenant, il faut que ce reporting soit obligatoire. Le G7 s'est mis d'accord là-dessus il y a quelques semaines. Il y a des principes que l'on peut appliquer à plus de 120 pays et l'Union européenne s'est déjà engagée, ainsi que d'autres chefs de file. Donc il y a une grande opportunité à saisir. Le secteur financier, les différents acteurs auront les informations nécessaires et les sociétés aujourd'hui vont tracer le chemin pour l'avenir. Et le risque, ça c'est une zone critique où on peut ramener l'avenir au présent et contrecarrer cette tragédie qui se profile. La Banque de France, la Banque d'Angleterre et à l'origine avec la Chine populaire, nous avons créé un petit panel qui s'appelle le réseau pour rendre le système financier plus vert. Il y avait 85% des émissions globales qui étaient représentées au sein de ce panel. Donc les banques et les assureurs font des tests de stress, des stress testing, comme on dit en anglais, pardon. Si vous continuez comme à l'heure actuelle, quelles seront les expositions aux risques et aux pertes? Il y a 2 scénarios. Il y a un scénario où les coûts et les risques physiques liés au changement climatique ne cesseront d'augmenter puisqu'on ne fait pas assez. Et puis il y a un autre scénario, on fait ce qu'il faut. Et dans ce scénario-là, il y a beaucoup d'actifs qui ne serviront à plus rien et il va falloir gérer le problème dès aujourd'hui. Donc j'ai parlé des objectifs pour les différents pays, pour les entreprises en termes d'émissions de carbone. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le secteur financier est en train de s'engager à respecter, à arriver à des émissions nettes zéro. Il y a les institutions financières de premier plan en Europe qui s'y engagent et cela représente plus de 70 millions de milliards d'euros, trilliards d'euros. Donc ce n'est pas qu'un engagement par rapport à 2050. Il y a déjà des plans quinquennaux de réduction des émissions de carbone. On saura le détail dans les 18 mois. Il y aura un reporting annuel. Donc, il y a non seulement l'engagement, mais l'action qui a été donc décidée. Aussi, il faut de nouveaux marchés pour que les investissements mondiaux qui permettront la décarbonisation puissent se faire. Il y a donc le système de compensation pour les émissions de carbone. Il y a un autre énorme marché qui s'appelle le blended finance, c'est-à-dire on fait appel à toutes les ressources des banques de développement, 70 trilliards de capitaux privés et
Donc, une bonne partie de ces investissements pourront être faits dans les pays émergents et ailleurs, et je vais m'en tenir là pour l'instant. Arnaud, je rappelle qu'outre vos fonctions d'envoyé spécial de l'ONU pour le financement de l'action climatique, vous êtes aussi vice-président de Brookfield Asset Management, entreprise canadienne de gestion d'actifs. Je me tourne maintenant vers vous, Patrick Pouyanné. On a évoqué effectivement ces entreprises qui font des progrès en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Tout récemment, vous avez annoncé un changement de nom, mais au-delà, c'est surtout un changement de stratégie. Vous ne voulez plus être un groupe pétrolier. Non, mais la vérité, c'est que nous ne le sommes plus. Simplement, vous pensez tous que nous sommes un groupe pétrolier. Enfin, nous ne le sommes plus, nous produisons du pétrole, parce qu'il se trouve que c'est l'énergie du présent. Et le changement de Total Energy, c'est de préparer le futur, comme le dit Marc Carney, en s'engageant clairement et en fait en passant d'un modèle qui était fondé sur les hydrocarbures. Mais encore une fois, je vous rappelle que 80% de l'énergie mondiale vient d'énergie fossile aujourd'hui, et que donc le défi qui nous est posé est gigantesque, parce qu'il s'agit à la fois de faire tourner la planète, mais d'aller très vite pour préparer la future planète avec une énergie décarbonée. Et donc ce que nous faisons, nous, c'est que nous allons nous orientons, puisque nous avons décidé que nous nous engagions clairement pour faire de l'électricité renouvelable profondément, puisque nous avons investi cette année, dès cette année, on investit 3 milliards dans les énergies renouvelables, essentiellement éolien et solaire. Nous allons en fait transformer notre société en une société qu'on dit avec un nouveau modèle multi-énergie, c'est-à-dire qu'on produira à la fois du pétrole, du gaz, mais aussi de l'électricité, de la biomasse, du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène. Donc on élargit le spectre en passant de l'énergie du présent et en préparant tout le futur. Bon, c'est une vraie transformation pour notre entreprise. C'est très concret, hein. On l'appelle de 2025-2030. En fait, on a bien sûr pris l'ambition à 2050 d'être neutre avec la société, mais je dirais ça, presque tout le monde le dit aujourd'hui, c'est un nouveau mantra. Si on ne le dit pas, on est hors jeu, quoi, je dirais. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les 10 prochaines années, où là, je me sens avec mes équipes complètement responsables. Donc on s'est donné des objectifs très clairs, hein. D'ici 2030, nous vendrons 1/3 de moins de produits pétroliers. Donc ça, c'est la partie réduction de notre métier de base. Et en même temps, nous allons devenir électriciens, puisqu'à la fois, nous allons produire de l'électricité verte et la vendre, la distribuer, l'agréger, la commercialiser, etc. Enfin, se mettre le long de la chaîne de l'électricité. Et puis, nous allons également, parce qu'il y a une énergie de transition qui est le gaz naturel, que l'on peut aussi décarboner en produisant de l'hydrogène, en produisant du biogaz. Nous allons produire plus de... En fait, nous serons à horizon 2030 dans un mix très différent d'aujourd'hui, puisqu'on sera en gros 1/3 pétrole, 50% gaz naturel et 20% des nouvelles énergies, électricité verte, biogaz, hydrogène. Donc c'est une révolution par rapport à aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est 55% pétrole, 45% gaz, en gros, pour résumer. Donc il y a un vrai champ. Bon, ça suppose des investissements lourds. Parce que c'est ça, les nerfs de la guerre. Et donc, 1/4 de nos investissements seront consacrés aux énergies renouvelables. Et ça peut se dire d'une autre façon, c'est la moitié de tous nos investissements de croissance. En gros, quand j'investis une année 13-14 milliards de dollars, c'est à peu près ce qu'on est capable d'investir, il m'en faut la moitié pour maintenir le système actuel, les raffineries, les réseaux qui font vivre l'économie mondiale. Et l'autre moitié, c'est mes investissements de croissance. Et là-dessus, la moitié sera des électricités renouvelables. Donc c'est un engagement fort qui va en croissant, hein. J'étais à 5%, 10%, 20%. En fait, ce qui se passe chez Total Energy, c'est une forme d'accélération, je dirais presque exponentielle de notre engagement. Ça se traduit en termes d'émissions, puisqu'à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? Notre contribution concrète d'ici 2030, c'est quoi? On doit réduire nos propres émissions. On produit 50 millions de tonnes de carbone sur nos installations d'hydrocarbures, ce qu'on appelle scope 1 et 2. On a dit qu'on ferait moins 40% d'ici 2030. C'est à peu près compatible avec d'ailleurs les diverses trajectoires par rapport à 2015. Après, on a pris un engagement pour l'Europe, parce que l'Europe fait le Green Deal, comme on est très européen, 60% de nos ventes de produits énergétiques sont en Europe. On s'est mis sur des trajectoires, on a dit qu'on baisserait, on s'engagerait à baisser le scope 3, c'est-à-dire les émissions de nos clients, d'au moins 30%. Alors si la Commission adopte le package 55%, et Madame va nous en parler, on pourra réviser le 30 à 40% pour être totalement en ligne, parce que je suis en train de faire des calculs, donc c'est pas un souci. Donc très fort engagement, ça veut dire que là, clairement, c'est baisse de vente de produits pétroliers, mais encore une fois, ça se fera parce que
quand la Commission et l'Europe s'engagent à faire bouger les marchés de l'énergie, moi je dois les suivre. Parce qu'en fait, notre stratégie, c'est fondamentalement nous adapter au nouveau marché de l'énergie. Je ne vais pas aller contre les marchés. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on va décarboner notre offre énergétique. Donc on a un indicateur, l'intensité carbone de tous les produits qu'on vend. Ça va baisser de 20% sur les 10 prochaines années. Et là encore, c'est en ligne avec diverses trajectoires. Et enfin... il faut qu'on agisse sur la demande, parce qu'en fait, il y a une erreur. Enfin, c'est pas simplement changer la façon dont on produit l'énergie qu'il faut faire. Il y a une révolution de l'offre, mais l'offre répond à une demande. Et ce qui est très compliqué, et je sais que c'est pas parce que je suis producteur que je me défonce, au contraire, c'est pas du tout l'idée. C'est qu'on ne changera pas le monde de l'énergie si on ne change pas la façon dont on consomme l'énergie. C'est pas moi qui fabrique des voitures. Il se trouve que c'est mes collègues. C'est pas moi qui fabrique des avions. Et donc, il faut agir sur la demande. Nous pouvons travailler sur la demande. Hein. Et maintenant, chez Total Energy, moi, je passe mon temps à travailler. J'ai rencontré les patrons, par exemple, des compagnies qui fabriquent des camions en Europe pour voir à quel rythme pouvons-nous aller vers des camions électriques ou des camions à hydrogène. Après, nous, on pourra fournir les infrastructures. Mais encore une fois, il y aurait une erreur profonde de fait de croire qu'on va régler le problème. Et c'est un vrai débat pour les 5 ou 10 prochaines années. Parce que si on veut être sur une trajectoire parfaitement à 1,5 degré, il faudrait réduire la consommation de pétrole de 30% entre maintenant et 2030. On ne va pas affamer la planète en énergie. Parce que le vrai sujet, c'est le développement durable, c'est la transition juste. On ne peut pas faire ça. Et donc, si on a fait, c'est le fameux rapport de l'AIE, un travail à l'envers. Pour être à 1,50 degré, où devrions-nous être en 2030 ? On ne va pas d'un coup de baguette magique dire aux gens, on ne vous fournit plus votre énergie fossile. Mais par contre, il faut accélérer les technologies, et c'est tout le débat européen sur à quel rythme transitionnons-nous aux véhicules électriques. Est-ce que c'est 2035 ? C'est majeur, hein, parce que je vous rappelle que si on était capable... Les véhicules électriques qui arrêteraient d'utiliser des moteurs thermiques, c'est à peu près 15% de l'énergie fossile mondiale, du pétrole mondial. Donc là, il y a un vrai saut vers le bas. S'il n'y a pas des forts impacts sur la demande, on ne va pas régler le problème. Et donc, par rapport au débat de Marc Carnet, secteur financier, il y a deux choses. Réussir cette transition, ça suppose d'être inclusif. Ce n'est pas par l'exclusion qu'on va y arriver. L'exclusion consistant en résultat à dire aux acteurs financiers n'investissez plus dans ces entreprises, ça ne marchera pas parce que la vérité c'est qu'il faut au contraire attirer plus de capitaux vers les transitions énergétiques. C'est un enjeu incroyable. L'histoire des renouvelables, quand on me dit c'est des trilliards de dollars qu'il faut qu'on investisse tous ensemble pour arriver à faire la transition. Donc il faut regarder le sujet positivement, et c'est toujours une crainte que j'ai vis-à-vis de la taxonomie, c'est l'exclusion. Alors qu'en fait, le sujet c'est d'inclure et puis de traduire dans toutes nos façons de travailler cette notion de dynamique positive. La transition, encore une fois, moi, mon dilemme, c'est trouver pour Total Energy la bonne ligne de crête entre produire l'énergie du présent dont l'humanité a besoin et investir de plus en plus dans une énergie du futur dont la demande n'est pas toujours là. Voilà, donc c'est ça le débat. Bon, enfin, en tout cas, je peux vous dire qu'on y est résolument engagé, d'où le changement de nom. C'est une décision pas simple, hein. Vous savez, une entreprise qui a plus de 100 ans, mais qui veut incarner l'ambition des hommes et des femmes de Total Energy d'être un acteur positif. En fait, on veut être perçu comme un des leaders, et nous allons l'être, parce que nous avons des capacités d'investissement extrêmement importantes, nous avons des compétences, des hommes et des femmes qui sont prêts à le faire. Après, il faut qu'on trouve tous ces projets rentables, parce qu'en même temps, il ne s'agit pas certes de faire que du volume, il faut aussi délivrer des résultats pour être durable. Merci beaucoup. Alors Patrick Pouyanné, vous avez commencé à introduire le sujet. Le Green Deal, dit Yul Jorgensen. Quelles sont, rappelez-nous, les actions là, de la Commission européenne en matière de lutte contre le réchauffement climatique ? Merci et bonjour tout le monde sous la pluie d'Aix. C'est toujours difficile d'être la quatrième à parler, donc il y a un petit peu risque que je vais répéter ce qui a déjà été dit. J'ai essayé de parler en français et je vais essayer d'éviter que ce soit trop de franglais, mais si vous m'excusez au cas où j'ai besoin des termes anglais également dans ma présentation. Donc, vous avez référence à la Green Deal, comme on dit en français. Et effectivement, ça, c'est le plan de la transition vers un climat à zéro gaz à effet de serre à 2050, donc neutralité des climats, en allant par la première décennie avec une réduction de 55% de gaz à effet de serre par 2030. Donc, c'est un plan extrêmement ambitieux.
C'est un plan, pas seulement un plan de climat, c'est également un plan économique pour une croissance verte en Europe, pour la compétitivité de l'Europe, pour l'innovation en Europe, pour les emplois européens, dans le secteur, pas seulement d'énergie, mais dans le secteur de la technologie verte. Comme l'énergie, la production ainsi que la consommation représentent 75% des émissions, c'est nécessaire de changer complètement, comme Patrick vient de dire aussi, de changer le marché d'énergie et faire une vraie transition énergétique et assez vite. Donc en parlant de long terme des médias, c'est immédiat. C'est immédiat parce que la crise de climat est immédiate. Donc on ne peut pas se permettre de regarder vers le 2050 en attendant des solutions. Il va falloir utiliser les solutions qui sont là, la technologie qui est là, tout en développant des nouvelles technologies. Nous, à la Commission européenne, nous avons un programme de travail assez chargé pour arriver à les 55% en 2030 d'abord, et puis la neutralité des climats à 2050. Et d'abord, nous avons ce paquet Fit for 55, qui est prévu pour le 14 juillet, une belle journée pour un grand paquet, et qui comprend tout un paquet d'initiatives, 12 ou 13 initiatives dans la totalité, pour arriver à ces objectifs. Donc, dans le secteur d'énergie, comme je dis, c'est absolument essentiel pour faire le changement. On a trois principes, trois axes importants. D'abord, c'est la consommation, comme les autres ont dit. L'énergie, comme Vandana a dit dans sa présentation, l'énergie n'existe pas seule. L'énergie qu'on n'utilise pas, l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est clairement l'énergie la plus propre. Donc, commençons par l'efficacité énergétique en réduisant notre consommation. Deuxièmement, il faut un niveau d'électrification beaucoup plus élevé qu'on a maintenant parce que la consommation par électricité, les voitures électriques par rapport au combustion engine, sont beaucoup plus efficaces. Donc, une électrification dans le système fondé sur énergie renouvelable ainsi que l'énergie bas en carbone, par exemple le nucléaire qui fait partie du système énergétique en France en particulier, mais pas seulement. Et puis, développer encore des autres sources bas carbone et l'hydrogène et une décarbonisation de gaz. Comme je dis, l'énergie renouvelable a une priorité pour l'Union européenne parce que c'est la source le plus propre et il y a un vrai intérêt de développer la compétitivité, l'innovation, la technologie en Europe. Il y a énormément d'emplois en Europe dans l'éolien et le photovoltaïque, partout en Europe, également en France. Donc il y a un grand intérêt économique et un intérêt de climat de faire un changement vers l'énergie renouvelable. On a pour le moment un cible de 32% d'énergie renouvelable dans le système européen à 2030 et il va falloir augmenter ce niveau d'ambition, il faut augmenter les cibles vers 38-40%. Donc en termes d'investissement, on arrive quand même à des montants très importants pour aboutir, pour y arriver à nos objectifs. Pour ce qui est le financement et l'investissement, les autres, et surtout M. Carney, on en a parlé, c'est clair qu'il y a besoin des investissements publics. Là, en Europe, on a surtout le plan de relancement, de reprise, de résilience, qui donne un investissement énorme au niveau européen par des plans nationaux de résilience, de relancement. Et tous ces plans nationaux doivent arriver à un niveau d'investissement pour le climat de 37%. Donc c'est quand même un niveau très élevé dans le grand paquet de relancement européen. Plusieurs États membres, en fait, sont allés au-delà de 37% vers 59-61%. Mais c'est clair aussi que les investissements ne peuvent pas tout être publics, donc il y a besoin des investissements privés, c'est pour ça qu'on a la taxonomie. Patrick, vous savez, on a fait
mention aussi, la taxonomie qui donne une direction, qui donne un guide aux investisseurs, aux entreprises privées pour créer cette cadre de clarté autour des investissements verts. Dernier point, parce que j'ai parlé trop longtemps déjà, dernier point, les autres intervenants on a fait mention aussi, est le fait que la transition doit être juste. Et c'est clair que la façon dans laquelle on organise la transition, les effets de distribution sont différents. Nous, on essaie d'organiser le paquet de propositions de 55% dans une façon qui est rentable et dans une façon qui est juste d'un point de vue de distribution, d'un point de vue de social, d'un point de vue d'emploi en Europe et entre les gens en Europe, entre les régions d'Europe. Et ça, c'est un point extrêmement important. On a lancé des fonds, du financement au niveau européen pour aider les régions qui a une voie plus longue, plus dure pour y arriver. Mais en général, au niveau européen, au niveau mondial, il y a quand même des opportunités pour la compétitivité, pour les emplois, parce qu'il y a plus d'emplois dans les secteurs verts par rapport au secteur fossile, comme je suis sûre que Patrick pourrait confirmer. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors justement, pour voir un petit peu comment tout ça s'articule, est-ce que vous, Patrick Pouyanné, vous avez bénéficié du plan de relance européen ? Bien, avec Stellantis, on a prévu de s'engager dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Donc on bénéficie de l'IPCEI sur les batteries, ce qui est pas mal d'argent, puisqu'on va recevoir à peu près 1,2 milliard d'euros de la part de la France et de l'Allemagne. On a présenté pas mal de projets dans le cadre sur l'hydrogène auprès de la Commission, puisque l'hydrogène est quand même une technologie très naissante. Il va falloir surtout, sur l'hydrogène d'ailleurs, faire en sorte d'augmenter la demande, parce que la question, bien sûr, on travaille tous sur comment améliorer le coût de production de l'hydrogène, mais on ne pourra l'améliorer que si on arrive à produire massivement, et donc il faut surtout trouver les moyens d'accélérer la demande d'hydrogène et pas seulement l'offre. Sinon on restera, aujourd'hui la demande d'hydrogène est très faible, donc là on a des projets, et puis on a aussi demandé, il y a des soutiens sur des projets liés au carbone capture, comment arriver qui est l'autre technologie émergente. En fait, là où la Commission a des programmes d'incitation, et je pense que c'est très important le mot incitation, innovation. Je pense qu'on parle trop dans ces affaires-là de réglementation et de contraintes. Bien sûr qu'il faut des objectifs. Moi je suis convaincu qu'on n'y arrivera que si être englobant, inclusif, et donc si on soutient l'innovation et la technologie. C'est là que le programme européen a de l'intérêt. C'est est-ce qu'on peut permettre à travers le Green Deal à notre continent de reprendre un temps d'avance, notamment sur toutes ces technologies et investissements industriels. Alors qu'on voit bien qu'on a des pans de notre économie qui sont en retard, comme le digital, etc. Donc je trouve que... Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette transformation. On est très européen dans notre façon de travailler. On s'est dit finalement, on pourrait voir tout ce Fit for 55 comme une contrainte sur nos métiers, ou on peut le voir comme une opportunité d'investissement. Donc c'est là que les fonds... Et parce qu'il faudra, encore une fois, et je sais qu'on parle beaucoup de réglementation, moi je crois beaucoup plus à la capacité à innover ensemble, que de simplement croire que par réglementer, on va tout régler. Bien sûr qu'il faut des politiques. On ne va pas changer tout d'un coup la façon, d'ailleurs on le voit, ça marche, on ne va pas changer la façon dont les camions européens se déplacent en Europe s'il n'y a pas un moment des contraintes d'émissions sur les camions. C'est assez clair. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, tous les secteurs cherchent une énergie pas chère. Il faut être clair, quand on parle de transition juste, c'est assez simple le mot juste en matière d'énergie. L'énergie, c'est un bien essentiel, qu'il soit pour un consommateur individuel ou pour une économie. Donc l'objectif, c'est qu'elle soit la moins chère possible. Or, toute cette transition a un coût important. On investit. Et donc la question, c'est comment on fait en sorte, par des incitations, par des réglementations, et il faut qu'il y ait un level playing field. Pourquoi voulez-vous qu'un transporteur de marchandises européen achète des camions à hydrogène qui coûteront plus cher et une énergie qui coûtera plus cher si ses concurrents continuent avec du diesel? Il n'y a aucune raison que ça se passe. Donc c'est là qu'il faut qu'il y ait des cadres collectifs. Et parce que je crois vraiment que le risque qu'on a, le risque d'échec, moi je ne crois pas que ce soit l'innovation ni l'investissement, ça peut être à la fin la façon dont les clients et les consommateurs vont réagir si on n'organise pas proprement cette transition et que quelque part ils ont le sentiment qu'il y a, comme vous l'avez dit, dites-eux, des transferts de pouvoir d'achat qui se passent à leur détriment. Ça c'est ce qu'on peut observer, on a pu observer chez nous et qu'on observe dans pas mal de pays. Il est là le vrai risque. Donc c'est pour ça que je sais bien qu'on veut, les scientifiques nous disent il faut transformer. Oui, mais en fait la réalité de la vie sociétale, c'est que le mot transformer
transition, il suppose quand même trouver le bon chemin de transition. Et pas croire que d'un coup de baguette magique, parce que si la coup de baguette magique, je veux dire, peut-être qu'on l'aurait, on peut aussi créer des révolutions qui feraient nous faire aller en arrière, comme on l'a un peu vécu chez nous sur la taxe carbone, quoi. Donc attention à trouver ce bon cheminement. Vandana Shiva, justement sur cette question, comment vous jugez l'action d'un groupe comme Total? Est-ce que vous considérez que c'est un bon progrès, un pas important ou encore trop timide? Well, you know, I don't define je ne définis pas mon monde sur 200 ans, mais sur 4000 ans et sur Gaïa et la Terre-Mère. Est-ce que le carbon capture est une nouvelle technologie? Eh bien, venez à notre université et vous allez voir comment en Amérique, la nature a des milliards d'années de technologie pour capturer le dioxyde de carbone, faire une photosynthèse et avec le soleil, cela devient l'oxygène que nous respirons. Et en fait, les gens sont morts de la pandémie parce qu'ils avaient besoin d'oxygène. Ce ne sont pas les gens qui font de la technologie. L'homme détruit la technologie de la nature. Mais ce qui est triste, c'est... Mark Carney a dit quelque chose de fascinant et je trouve que c'est triste si l'Europe suit ce chemin parce que zéro voudrait dire une réduction zéro des gaz à effet de serre parce que les pollueurs devraient arrêter de polluer. Donc zéro net, ça veut dire on peut continuer à polluer mais on va déplacer la pollution. Il a dit nous avons besoin de nouveaux marchés pour le carbone. Mais j'ai envie de lui dire gentiment, je ne suis pas votre dépotoir. Vous êtes un citoyen du monde et vous avez des obligations par rapport à la Terre. Il faut arrêter de polluer et de jouer de mauvais tours économiques. Depuis les crises de 2008, en fait, il y a des choses bien plus importantes que l'économie. Donc, il faut que notre récit revienne vers les cellules qui nous ont donné la vie. Et il faut arrêter avec le carbone. Nous avons besoin de penser autrement et ce sont les jeunes Européens qui doivent mener cette discussion. Pas les gens qui ont créé les problèmes, pas les entreprises pétrolières. Moi, ce sur quoi je travaille, c'est que en 10 ans, on peut ramener l'azote et le dioxyde de carbone et le remettre dans le sol pour créer de la fertilité. Il faut arrêter de définir l'agriculture comme un système de production. C'est une régénération de la terre. Une fois que l'on fait cela, nos calculs sont différents. On ne part pas de camions qui doivent continuer à se mouvoir pour nous amener de la junk food, alors que la forêt amazonienne est détruite et l'Indonésie également. Ce n'est pas un système alimentaire, c'est un système qui nous tue et qui crée des pandémies. Des maladies neurodégénératives, des cancers, de l'obésité viennent de ce mauvais système alimentaire. Arrêtez avec vos camions, refaites pousser vos jardins. 80% de ce que nous mangeons viennent de petites fermes. Regardez qui nous nourrit. C'est la terre, les femmes.
Et je crois que les hommes de pouvoir ont besoin d'éducation en termes d'écologie. Shiva vous a interpellé, est-ce que vous voulez lui répondre? Est-ce qu'effectivement il n'y a pas un risque de fracture aussi entre pays du Nord et pays du Sud sur cette question? Well, first, let me make 3 points. Trois choses. D'abord, je veux souligner que Patrick Pouyanné a dit, c'est-à-dire les exigences pour investissement dans toutes les industries et les secteurs qui veulent décarboniser. Et il faut être très prudent avec la taxonomie parce que nous avons besoin d'investissement, d'abord. Deuxième point, qui concerne le rôle fondamental des réductions d'émissions. Cela ne se discute pas. C'est la responsabilité des compagnies, du secteur financier et des pays. Mais nous avons un budget carbone très limité. Et si nous voulons saisir cette opportunité, nous devons utiliser toutes les ressources ainsi que les compensations carbone que nous pouvons utiliser rapidement, globalement, dans un monde en développement. Et c'est un mécanisme dont je parle. Parlons de l'échelle d'investissement en ce qui concerne la compensation carbone. C'est moins d'1 milliard d'euros par an. Et ça devrait être 100 milliards d'euros. Parce que les entreprises du Nord suivent ce chemin vers la transition. Et elles peuvent aider les pays du Sud. Ce n'est pas une solution, je veux être très claire sur ce point. Mais c'est une des choses qui doit être faite afin de préserver ce budget carbone et de s'assurer que des investissements plus importants soient mis en place. Patrick Pouyanné. Nous connaissons bien les technologies de la nature. D'ailleurs, Total investit 100 millions de dollars par an. Donc sur le 1 milliard dont a parlé Marc Carnet, on est un des acteurs. Je veux dire que recréer des conditions, c'est un métier qui est différent du mien. Donc on a recruté des agronomes et des gens qui sont d'ailleurs, c'est un métier très complexe parce qu'il faut que les investissements créent des stockages de carbone naturel durables. Durable, ça veut dire d'ailleurs le faire souvent avec les communautés qui sont localement implantées. Et en fait, c'est agir avec elles pour trouver des modes de fonctionnement en symbiose avec la nature pour pouvoir justement faire en sorte que ces puits de carbone soient réels et existent. Donc c'est un sujet qui est complexe. Pour bâtir des projets, ça prend beaucoup de temps. C'est un métier passionnant. Juste un mot, je pense quand même, et Marc Carnet, je sais, travaille sur le sujet, il faut absolument, si on veut que tout ça ait une certaine éthique. Je sais qu'il y a des débats autour de cette question, les marchés de carbone. Il est très important de mon point de vue, que justement pour encourager ces investissements, il y a un cadre de données. Il y a le fameux article 6 de la COP, l'article 6 de la COP de Paris, qui est un article qui parle des marchés volontaires de carbone. Je sais qu'il y a un certain nombre de mouvements qui sont contre l'idée d'organiser ces marchés. Au contraire, moi je pense que pour mettre de l'éthique dans cette affaire et pour pouvoir investir correctement et durablement, il faut absolument s'engager. C'est, comme l'a dit Madame Shiva, les meilleurs puits de carbone au monde. Et au passage, je trouve que la COP de Glasgow devrait avoir un objectif. Si on pouvait être tous d'accord pour arrêter de déforester en net la planète, aujourd'hui, chaque année, on continue à déforester la planète en net zéro. Enfin, on est négatif. Ce qui est quand même une mauvaise idée. Ça serait aussi un grand progrès. Donc, moi, je sais que Marc Carnet travaille là-dessus et j'espère qu'on arrivera à faire des progrès dans le cadre de la COP de Glasgow sur cette question très importante d'organisation de ces marchés volontaires. Et sur la taxe carbone aux frontières de l'Union, vous y êtes favorable ? Ah, moi, j'y suis favorable, mais ça, je laisse Madame Ditteux, je pense, élaborer. Oui, j'y suis favorable parce que c'est une question de justice pour les Européens. Si on est en avance sur les autres, il ne faut pas que les citoyens, les travailleurs et les consommateurs européens payent pour les autres. En même temps, il ne faut aussi pas croire qu'il y a d'autres pays qui avancent. Donc, c'est un sujet super complexe. Je vais laisser Ditteux en parler. Mais moi, j'y suis favorable, oui.
Dita Juul Jørgensen. Oui, merci. Une question très importante et d'une partie importante de nos efforts vers la neutralité des climats. C'est pas, moi, je ne vois pas, je dois dire en tant que mesure de justice, ce n'est pas une mesure de commerce non plus, ce n'est pas le protectionnisme. Le fait est que l'Europe ne représente que 9 à 10% de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc nous pouvons réduire les émissions en Europe, c'est bien, c'est une contribution importante, mais ça ne change pas. On n'arrive pas à 1,5 ou 2% si on n'a pas un effort global. Et il faut donc s'assurer que le marché de carbone qu'on a créé en Europe, la réduction des émissions qu'on a en Europe, ne crée pas seulement une fuite, que la production des émissions, que cela ne se déplace pas ailleurs. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place cette mesure de carbone aux frontières pour éviter les fuites de carbone. En espérant également que celui sera un incitement pour les autres pays de s'engager et de prendre une action ambitieuse, ferme, sur un marché global ou sur des marchés régionaux ou locaux. Est-ce que je peux revenir juste brièvement sur les questions de la technologie de nature? Parce que je trouve que Vandana Shiva a soulevé des questions extrêmement importantes. Nous, en Europe, nous avons une bioéconomie, je ne sais pas si c'est un mot français, mais je vais essayer en tout cas, et qui a développé peut-être trop vite et sans l'équilibre qu'il faut. Il faut un équilibre entre les bioéconomies, y compris la bioénergie, la biodiversité et les carbon sinks, et là, excuse-moi, je ne connais pas le mot français, les carbon sinks qui constituent les forêts. On n'arrive pas à 0% en 2050, on n'arrive pas à 55% en 2030 si on n'utilise pas, si on ne crée pas, si on ne crée pas du forêt la technologie de la nature. Donc, une partie importante du plan qui va être lancé le 14 juillet est une stratégie pour les forêts en Europe, pour créer cet équilibre entre l'économie, l'énergie, la biodiversité et les carbon sinks qui constituent les forêts. Donc c'est clair que les technologies de nature sont les technologies les plus efficaces, les plus économiques, les plus rentables. Il faut les intégrer dans une façon beaucoup plus efficace dans la stratégie que nous avons. Merci. Il nous reste quelques minutes. Une question dans la salle. Je vois madame qui lève la main avec le masque vert. Bonjour, merci pour ce panel. Je tenais à rebondir sur ce qu'a dit Madame Shiva, sur le fait que vous faites un panel sur l'avenir sustainable de la planète sans avoir une personne de ma génération pour parler. Et on a du mal à vous faire confiance par moment, je trouve. Par exemple, on sait que la loi climat qui vient d'être votée par l'Union européenne n'est pas assez ambitieuse par rapport à ce qui a été fixé dans les accords de Paris, qu'elle aurait pu être mieux. Il y a beaucoup d'associations comme Fridays for Future qui l'ont dénoncé. Donc j'aimerais que vous me disiez comment est-ce qu'on peut continuer à vous faire confiance, vous, les industriels, vous, les personnes qui avez le pouvoir, pour sauver un futur face au fait que c'est nous qui allons en payer les conséquences. Voilà. Patrick Pouyanné. Je pense que je peux vous dire que si Total se transforme en Total Énergie, c'est largement à cause de l'appel de vous, les plus jeunes, symbolisés par Greta Thunberg. Je pense que tout ce mouvement, on l'entend. Je veux dire, on a tous des enfants qui nous parlent chez nous. Moi, j'ai 4 enfants et je peux vous dire que j'ai des débats compliqués avec eux sur ce sujet. Donc, je les écoute et je pense qu'il est clair que en ce moment, dans les discours que vous portez, il y a cette idée que notre génération ne fera pas ses responsabilités. Et je pense que l'évolution que vous voyez, alors, vous pouvez dire on l'a pas fait, mais je pense que la prise de conscience collective qu'il y a cette urgence climatique est finalement assez récente. Paris, je sais qu'il y a Kyoto, c'était il y a 20 ans. Paris a montré une accélération. Il y a une vraie accélération, y compris, je pense, la pandémie révèle la fragilité de nos écosystèmes. Donc je pense que, oui, je comprends que vous ayez le doute, mais dans les évolutions de notre entreprise, il y a aussi la volonté de vous répondre et d'entendre cet appel de votre génération. Après, il ne s'agit pas d'opposer les générations, parce que moi, ce que je vous demande, ce que j'attends de vous, c'est que vous vous engagiez avec nous
nous ou d'autres entreprises, pour construire ce monde du futur. Donc je pense que oui, vous avez raison de faire cet appel, mais il faut aussi maintenant qu'ensemble on s'engage, et c'est pas en se battant entre nous qu'on y arrivera. En tout cas, soyez absolument convaincus de la sincérité de nos propos. Le système est complexe, on ne peut pas tout transformer d'un coup de baguette magique, mais on est sincère. Dieter Juhl Jørgensen, je vous laisse le mot de la fin parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute, me semble-t-il. Oui. Que dites-vous à cette jeune femme? Merci. D'abord, on a besoin de vous. Je ne dis pas ça pour dire que c'est votre responsabilité, ça c'est pas le cas, c'est notre responsabilité, c'est à nous de prendre l'action, c'est à nous de changer la réglementation, les incitaments, les investissements, mais on a besoin de la pression qui vient de chez vous. Le pacte vert européen, le Green Deal, est fondé sur un mandat extrêmement clair venant des élections pour le Parlement européen il y a 2 ans. Le résultat était un mandat pour l'Europe à agir contre le changement climatique. Et donc, on a besoin de cette pression continue pour nous aider à rester sur le bon chemin vers 2050, pour vous. J'espère que, effectivement, ce partenariat pourra se faire. Une question, madame, vous avez quel âge? Dites, juste pour que, voilà, savoir qui vous représentez, puis on va conclure là-dessus. Je suis un peu vieille, j'ai 25 ans. Mais Ok. Merci de votre interpellation, en tout cas. Merci de votre participation à tous les 5. Vandana Shiva, Marc Carnet, Patrick Pouyanné, Dieter Jørgensen, Moob Mood. Merci à tous les 5 et bonne continuation.